Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de Un jour, un livre, un auteur. Nous recevons aujourd'hui donc un écrivain atypique. Atypique parce qu'à 60 ans, il a décidé de reprendre le rêve de ses 20 ans. Alors à 60 ans, quand l'âge de la retraite sonne, Jean-Pierre Jube décide de partir pour l'Afrique et en Dutch, s'il vous plaît. Il en a rapporté un récit rare, dense, magnifiquement documenté qui s'intitule très justement L'Afrique en Dutch, publié aux éditions Annick Jubien. La quatrième de couverture est particulièrement alléchante. Écoutez plutôt. Derrière la porte de la grange, une automobile est posée sur des cales. C'est une Citroën des années 70, une Diane orange. Elle semble endormie depuis longtemps. Une épaisse couche de poussière recouvre sa carrosserie et les araignées ont tissé leur toile le long du rétroviseur. Quand Max fait irruption dans la remise, un rayon de soleil inonde la Dutch orange. Il lui dit affectueusement « Viens, on part en Afrique ». Jean-Pierre Jube, bonjour. Oui, bonjour. Alors Max, car il s'agit bien de vous en fait, dans votre roman, contez-nous un peu cette aventure moderne d'un retraité qui reprend le rêve de ses 20 ans alors même que, il est à la fin de sa vie professionnelle. Comment on en arrive à ça? Dites-nous. Oui, bon, alors déjà, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que Doche, c'est le diminutif de deux chevaux. De deux chevaux, voilà. Et parce que, en l'occurrence, d'ailleurs, c'était même pas une deux chevaux, c'était une Diane. Une Diane que j'avais achetée en 1974, donc 30 ans avant mon départ pour l'Afrique. Pourquoi je suis parti en Afrique? Parce que c'était un rêve d'enfant que j'avais jamais réalisé. Je me suis dit, je vais partir en Afrique, comme j'ai toujours voulu le faire. Et en plus, je vais partir avec cette voiture, une voiture que j'avais toujours conservée. Eh bien, j'ai bien fait parce que je l'ai réparée et je suis parti avec elle à l'aventure, comme ça, pour l'Afrique. Alors, c'est une belle aventure. Je vais lire un petit extrait en page 231 donc, de votre roman. C'est le chapitre 14 et ça s'intitule Le ranch de Nazinga. 10 août. Nous sommes sur le goudron qui entoure Ouagadougou. Rien à voir avec le périphérique parisien. Il y a pourtant un peu de circulation. Il est difficile d'en sortir. Il y a des chemins de terre qui partent de chaque côté, mais rien n'est indiqué. Et ça peut être aussi bien la direction du Bénin, du Togo, que l'entrée d'une décharge publique. Nous cherchons la route de Pau, qui mène au Ghana, jusqu'au moment où Regina s'étonne. Nous sommes déjà passés par ici, je reconnais l'endroit. Cela veut dire que nous avons déjà entamé notre deuxième tour de circuit. Il est temps de demander notre chemin. Jean-Pierre, dites-nous, d'une part, qu'avez-vous retiré de ce voyage et d'autre part, comment on fait pour se diriger en Afrique? On a un GPS, on a des cartes, on demande aux gens. Comment on fait pour ne pas se perdre? On demande aux gens, on demande aux Africains. Et les Africains, ils ont toujours la même réponse, c'est tout droit. C'est toujours tout droit. Et à force d'aller tout droit, on arrive toujours à s'en sortir, à trouver le bon chemin. Et vous confirmez qu'en allant tout droit, on arrive toujours à s'en sortir? Oui, absolument. Je l'ai vécu plusieurs fois. Ouais. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on retire dans toutes nos agglomérations françaises tous les panneaux d'indication, que ce soit à Paris, Marseille, Bordeaux... Il suffira d'aller tout droit. Voilà, il suffira d'aller tout droit et on arrive à la bonne destination. On arrivera. Bon, peut-être pas rapidement, mais on y arrivera un jour. Alors l'autre pan de la question, ce que j'en ai retiré, vous savez, c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai toujours du mal à y répondre parce que on y retire ce qu'on veut bien. En Afrique, là-bas, on a l'impression que lorsqu'on monte dans un bus, lorsqu'on se promène dans la rue, on a l'impression que tous les gens se connaissent. Alors en fait, c'est pas vrai, ils se connaissent pas plus que nous, mais ils ont tellement une convivialité, et un regard, un sourire que le dialogue se crée spontanément comme ça. Donc moi, quand je suis rentré en France, quand je me promène dans la rue, par exemple, je regarde les gens et il y a beaucoup de gens qui détournent le regard, mais ceux qui me regardent, je leur dis bonjour. Et eux, ils me répondent. Donc voilà ce que j'en ai retiré de l'Afrique, c'est-à-dire que maintenant, quand je vois les gens, je les vois d'un autre regard et voilà, il suffit de les regarder et de leur dire bonjour. Ça a l'air de rien, mais c'est une petite étincelle qui fait que la vie est plus simple et plus marrante.
Et alors, 3 mots donc, sur votre roman. Au départ, vous mettez 6 mois, 6 pays, 22 000 kilomètres. Vous pouvez nous dire les pays que vous avez traversés donc, en Afrique? Je suis parti de la région parisienne avec ma deux chevaux, avec ma Diane. Et donc j'ai d'abord traversé la France et l'Espagne, bien sûr. Je me suis retrouvé à Gibraltar. J'ai donc traversé la Méditerranée. Je me suis retrouvé donc d'abord au Maroc, puisque c'est le premier pays que j'ai rencontré. Ensuite, j'ai traversé tout le Sahara occidental. Je me suis retrouvé donc en Mauritanie, à Nouadchak. De là, j'ai bifurqué vers le Mali. J'ai fait tout un tour dans le désert malien, là où c'est pas très recommandé actuellement, hein, Tombouctou, Gao. Et puis ensuite, je me suis dirigé vers le Burkina Faso, où je suis resté un peu de temps, pour finalement rebrousser chemin et faire repartir par le Sénégal. C'est-à-dire en fait, j'ai fait une boucle, 6 mois, 6 pays et 22 000 kilomètres. J'ai parcouru 22 000 kilomètres, voilà. Et la Deuche a tenu. Ah bah, elle a beaucoup souffert, hein. Elle a beaucoup souffert, mais vous savez que en Afrique, rien ne se jette, tout se répare. Donc les mécaniciens et les soudeurs africains s'en sont donnés à cœur joie. Okay. Vous avez gardé de bonnes adresses si jamais je souhaite faire un voyage là-bas pour que je puisse aller voir des... Oh, c'est pas compliqué, vous filez toujours, vous partez toujours tout droit. Tout droit, bon. Vous trouverez toujours quelque chose. En fait, les mécaniciens, ils exercent leur métier sur le trottoir, dehors, dans les petits villages. Donc si vous tombez en panne, vous faites comme moi, vous attendez auprès de la deux chevaux, et au bout de 5-10 minutes, vous verrez des gamins qui courent vers vous et qui vous demandent si vous avez besoin de quelque chose. Vous leur dites, va chercher le mécanicien au village, et vous attendez 4 heures, et vous voyez un mécanicien arriver avec sa mobilette, parce que là-bas, ils sont tous en mobilette. Donc il va démonter les pièces qui sont cassées, il va mettre ça sur le porte-bagages de sa mobilette, et puis vous attendrez encore 1 ou 2 heures, et puis voilà, il reviendra et vous serez dépanné. C'est un peu un roman de la lenteur que vous avez écrit quelque part, parce que nous on est des gens pressés, mais là c'est vraiment le roman de la lenteur, parce que quand vous dites on attend 4 heures, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette attente? Je me suis assis par terre et puis j'ai attendu. D'accord. Écoutez, moi je recommande vraiment votre récit, Jean-Pierre Jube, L'Afrique en Deuche, donc aux éditions Annick Jubien. C'est un récit formidable. On approche des périodes de Noël, mais vraiment, je le recommande parce que c'est une ouverture sur le monde, je trouve, franchement. C'est une fenêtre. Déjà, j'aime beaucoup la couverture de votre roman où on voit la Deuche arrêtée avec une ribambelle d'enfants africains donc, qui sont assis devant et un qui... Non, c'est-à-dire que c'était justement ce que je viens de vous dire. J'étais tombé en panne. Ah, d'accord. Il y a des gamins qui sont venus et qui étaient en train de me dépanner, quoi. Ah, qui est en train de... Parce que quand on voit les gamins sur la photo, ils ont 6-7 ans quand même. Donc là-bas, on est mécanicien de bonne heure. Oui, alors, il y avait dans la bande, il y en avait 2 ou 3 qui étaient dessous de la voiture et qui étaient un peu plus âgés, quoi. D'accord. En fait, c'était... ce jour-là, vous savez, il n'y a pas beaucoup de chemin de fer en Afrique. J'ai encore un peu de temps, oui. Oui, 2 minutes. Ce jour-là, il n'y a pas beaucoup de chemin de fer et ce jour-là, j'étais passé par où passait la ligne de chemin de fer qui relie Bamako à Dakar. On le voit sur la photo, oui, d'ailleurs, oui. Donc, il n'y a pas de passage à niveau, hein. Vous passez les rails comme ça. Et les rails étaient un peu surélevés, donc quand je suis passé, comme j'avais mis une plaque pour protéger le carter, le réservoir essence, ouais, pour pas qu'il perce, donc j'avais accroché avec cette plaque les rails, et bon, la voiture, elle était plus sur ses 4 roues, elle était à cheval sur cette plaque. Donc il y avait deux, trois grands garçons qui étaient en train de l'enlever, et puis moi j'ai pris des photos à ce moment-là. Et donc effectivement, ça a fait une photo assez intéressante. Bon, écoutez, très bon récit. En tout cas, on vous remercie. Vous avez sorti un autre roman, Jean-Pierre Jube, dont le titre est... Oui, il vient de sortir, il est sorti la semaine dernière. C'est Le Jasmin et l'Olivier. Alors là, cette fois-ci, c'est pas un récit, hein, c'est un roman. C'est une fiction, et je raconte l'histoire. Si vous voulez, en Mauritanie, il y a beaucoup de problèmes en Mauritanie, dont l'esclavage qui a été aboli en 1980, mais qui continue à perdurer comme si rien n'était.
Donc je raconte l'histoire de deux jeunes esclaves. Eh bien écoutez, je vous propose, on vous réinvitera pour ce roman parce que je l'ai lu, il est vraiment passionnant et on y apprend notamment sur ce que vous dites, sur la disparition de l'esclavage en Mauritanie qui perdure, des choses effectivement dont on ne parle jamais aux informations, c'est vraiment passionnant. Jean-Pierre Jube, merci beaucoup d'avoir été parmi nous donc, sur les ondes de Radio Présence et puis à bientôt. À bientôt. Merci, Allez, au revoir. merci Jean-Pierre, au revoir.